Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans les studios de Mediapart. Aujourd'hui, nous partons en Turquie où un séisme politique vient de se produire. L'AKP, le parti islamo-conservateur du président Recep Erdogan, a perdu Istanbul. C'est un camouflet cinglant en 17 ans de pouvoir pour le président turc qui disait souvent « celui qui gagne Istanbul gagne la Turquie ». Est-il en train de perdre la Turquie? C'est la question que nous allons débattre avec nos trois invités. Élise Massicard, bonjour. Bonjour. Vous êtes politiste, spécialiste de la Turquie, sur laquelle vous travaillez depuis 20 ans, me disiez-vous. Eh oui. Vous avez récemment publié aux éditions Kartala, Gouverné par la proximité, une sociologie politique des maires de quartier en Turquie. Et c'est très intéressant pour comprendre ce qui vient de se jouer ces derniers temps. À vos côtés, Camille Lafrance, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste, vous avez longtemps été correspondante en Turquie, à Istanbul, de 2016 à 2018 notamment. Vous venez de publier aux éditions Rive Neuve Jour tranquille à Istanbul, une chronique de vos années dans cette ville-monde fascinante entre autoritarisme, quête de liberté et terrorisme. Et enfin, Max Valentin Robert, bonjour. Bonjour. Vous êtes doctorant en sciences politiques à Grenoble. Et vous travaillez sur le système partisan turc, notamment. Alors, première question, c'est est-ce que Recep Erdogan est-il en train de perdre la Turquie avec la perte d'Istanbul? Sachant qu'il a déjà perdu, notamment la capitale, Ankara, qui est passée dans les mains de l'opposition, mais également une autre des principales villes du pays, Izmir. Oui, tout à fait. Alors, est-ce que celui qui gagne Istanbul gagne la Turquie? En tout cas, c'est ce qu'Erdogan avait fait il y a presque 20 ans. Enfin, il était d'abord maire d'Istanbul dans les années 90, avant d'avoir une carrière politique nationale. Et c'était aussi le cas du parti qui est devenu l'AKP, qui a eu d'abord une ascension au niveau local, et en particulier à Istanbul, avant de s'implanter au niveau national. Maintenant, est-ce que ce revers électoral à Istanbul signifie un revers électoral qui va se généraliser au niveau national pour l'AKP, pour Erdogan? C'est encore un peu tôt pour le dire. L'importance d'Istanbul est centrale, c'est vrai, parce que c'est la plus grande ville de Turquie, parce qu'économiquement, c'est 40% du PIB, parce que finalement, toute la circulation des ressources autour du parti au pouvoir, que ça soit pour les entreprises, dans les partenariats publics-privés, tout ce qui tournait autour de l'économie municipale, les fondations, les associations, la manière dont se sont créés tous ces soutiens et consolidés tous ces soutiens, tout ça passait par la mairie d'Istanbul. Donc bien sûr, c'était un nœud, c'était une base du pouvoir de l'AKP. Et puis, Istanbul a une force symbolique extrême. Maintenant, l'AKP et Erdogan ont aussi d'autres assises. Depuis la présidentialisation, il y a le pouvoir qui est extrêmement concentré au niveau de l'exécutif présidentiel, et donc il garde la main sur énormément de domaines. Et puis, on n'a plus d'élections prévues jusqu'en 2023. Donc, on ne peut pas prévoir demain une chute d'Erdogan suite au revers électoral à Istanbul. On a vu des scènes de liesse impressionnantes, des scènes de liesse qu'on n'avait pas vues depuis au moins 2013 et le mouvement de Gezi. Qu'est-ce que ça nous dit de l'attente des Stambouliotes sur cette élection, Camille? Moi, j'ai pu aller à Istanbul une semaine avant que le scrutin ne se rejoue, par hasard. Et c'est vrai que déjà, dans les rues, au niveau de la campagne, quelque chose qui m'a saisi, c'est que des militants d'opposition avaient les fanions de leur parti, le CHP, aux fenêtres ou les portaient en t-shirt. Et c'est des scènes que moi, j'avais pas eu l'habitude de voir sur le terrain pendant les précédents scrutins, où quand même il y avait une certaine peur qui régnait, puisque le régime, voilà, c'est progressivement s'est rétréci, s'est complètement emparé aussi d'une partie de l'opposition en faisant peur, et s'est emparé aussi de la rue de cette manière-là. Donc là, il y avait déjà ces petits signaux qui montraient que voilà, il y avait une petite once d'espoir. Et puis bien sûr, le slogan « Tout ira bien » dans un contexte, le slogan du candidat d'opposition qui a remporté Istanbul. Ce slogan, c'est vrai qu'il résonnait dans les rues quand on le voyait en prenant le bus ou le taxi dans la ville. Ça apportait quand même déjà une lueur d'espoir, parce qu'il y a un certain marasme depuis quelques années, depuis que la répression tire un peu à tout va. Et ça tranche avec un discours de peur et de fragmentation, d'opposition entre certaines franges de la population qui avaient tendance quand même à régner et à peser sur en tout cas une partie des
istambouliotes et des Turcs depuis ces dernières années. Ekrem İmamoğlu, qui a remporté donc la mairie d'Istanbul, est un candidat issu du CHP, qui est le Parti républicain du peuple, un mouvement kémaliste, social-démocrate. Quels sont les ressorts de sa victoire? Parce que ce n'est pas uniquement la gauche kémaliste qui est derrière cette victoire, c'est aussi une alliance hétéroclite, comme un front anti-Erdogan qui s'est mis en place. Et il faut le rappeler que c'est la deuxième élection qui se jouait, puisque Ekrem İmamoğlu avait déjà remporté la mairie d'Istanbul il y a quelques mois, mais le parti présidentiel, l'AKP, et en particulier le président Recep Erdogan, avait demandé à ce que cette élection soit invalidée, arguant d'irrégularités massives. Donc le camouflet est d'autant plus violent qu'il y a eu cette invalidation et qu'aujourd'hui, Ekrem İmamoğlu l'emporte avec cette fois 800 000 voix d'écart, ce qui est un score sans appel. Score sans appel, d'autant plus que si on se rappelle du scrutin précédent, l'écart qui séparait alors Ekrem İmamoğlu de Binali Yıldırım, le candidat soutenu par Recep Tayyip Erdogan, était uniquement de 13 000 voix. Donc pour passer de 13 000 à 800 000 voix d'écart, ça veut dire que pendant la campagne, il y a eu une dynamique de front anti-AKP de la part de l'électorat. Et un point important qu'on peut souligner, c'est que lorsque vous regardez les résultats détaillés, vous voyez que même les scores des petits candidats baissent. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas uniquement Binali Yıldırım, le candidat de l'AKP, et Ekrem İmamoğlu, le candidat du CHP, qui était candidat, mais il y avait aussi d'autres petits candidats qui étaient présents. Quand vous comparez entre les deux scrutins, les scores de ces petits candidats baissent comme s'il y avait une polarisation, une transformation de ce scrutin en référendum, l'AKP localement, stop ou encore. Et pour ce qui est des ressorts de l'élection que vous avez évoqué tout à l'heure, on peut dire aussi que localement, le CHP a bénéficié d'un alignement des planètes assez exceptionnel, dans le sens où le parti HDP, qui est le parti de gauche pro-kurde, le parti de gauche alternative, n'a pas présenté de candidat, ce qui a libéré potentiellement des voix de gauche radicale en faveur du CHP. Et le candidat Ekrem İmamoğlu a fait également campagne via une alliance avec un parti de droite nationaliste, le Bon Parti, ce qui a pu le crédibiliser au sein d'une partie de l'électorat de droite turc. Ce qui fait que, d'une certaine manière, le succès électoral d'Ekrem İmamoğlu est le fruit de nombreux, d'un contexte d'une offre partisane relativement exceptionnelle et d'un contexte de polarisation dont il a bénéficié. Si je peux rebondir là-dessus, ce qui est intéressant, c'est que cette coalition en fait, d'une opposition qui jusqu'alors était très divisée, qui d'ailleurs est idéologiquement assez hétéroclite, c'est lié à la concentration du pouvoir extrême, lié à la présidentialisation, c'est-à-dire que finalement c'est une alliance effectivement contre l'AKP, contre Erdogan, et si le parti pro-kurde de gauche, le HDP, a décidé de soutenir l'opposition de manière indirecte d'ailleurs, c'était justement pour faire tomber l'AKP dans les grandes villes, alors que là où ils sont très forts implantés, dans le sud-est du pays, ils ont présenté leurs propres candidats. Mais donc, ils ont voulu faire tomber l'AKP, et finalement, l'AKP a récolté ce qu'il avait semé, c'est-à-dire en concentrant tellement le pouvoir et en créant lui-même une alliance de gouvernement avec le parti nationaliste turc, le MHP. Ils ont rassemblé finalement l'opposition qui était divisée depuis des années, voire des décennies, contre eux. Après, la question qui va se poser, c'est de savoir au niveau du gouvernement, maintenant que certaines municipalités ont été remportées par l'opposition, comment ça va se passer au niveau du gouvernement, comment ça va se passer au niveau des pratiques de pouvoir, parce que c'est d'abord une coalition contre, avant d'être une coalition pour. On va revenir sur les conséquences que représente cette élection pour l'AKP, parce qu'on a vu des bastions traditionnellement acquis à l'AKP rejoindre l'opposition et voter pour İmamoğlu. Qu'est-ce que ça nous dit de l'affaiblissement de l'AKP ? Comment peut-on expliquer qu'aujourd'hui l'AKP soit en perte de vitesse dans ces quartiers ? C'est un affaiblissement déjà tout relatif, parce qu'au niveau national, l'AKP garde le pouvoir, même au niveau d'Istanbul, ils gardent les mairies d'arrondissement, on va dire, et ils sont majoritaires au conseil municipal. Après, il y a aussi un risque en plus que les prérogatives des maires peut-être soient escamotées au fil du temps par je ne sais quelle pirouette juridique. Ce que ça nous dit de la perte de l'AKP, c'est peut-être que
cet autoritarisme qui avait fait aussi la popularité peut-être un temps d'Erdogan, homme fort, dans la lignée de grandes figures. On a cet esprit quand même avec Atatürk en Turquie, cette figure du chef parle beaucoup, hein, c'est peut-être difficilement compréhensible depuis la France, mais c'est des référents qui existent et il s'est mis, il a fait son ascension dans cette ombre-là aussi, hein, ce qui explique beaucoup de choses. Mais peut-être que voilà, cet autoritarisme est allé trop loin, qu'il a touché, alors certes, des personnes peut-être liées à la tentative de coup d'État de 2016, mais fait aussi beaucoup de victimes collatérales et a été un prétexte pour s'en prendre, réprimer toute une partie de l'opposition, de différents cercles. Ça nous parle aussi peut-être aussi de la crise économique, alors qu'Erdogan avait bâti sa popularité justement sur une capacité à relancer l'économie. Durant différents scrutins, quand on interrogeait des électeurs AKP au sortir des bureaux de vote, ce que beaucoup mettaient en avant, c'était la capacité à notamment faire des grands projets, des routes. Alors les infrastructures, il y en a, hein, comparé à d'autres pays du Sud, il y a énormément de routes en très bon état. Enfin, c'est quelque chose qui frappe en Turquie. Hein. L'argent a été injecté aussi pour la population. Mais il y a aussi ces projets pharaoniques qui ne sont peut-être entachés de liens de corruption. Il y a des gros soupçons qui planent sur ces projets. Et puis là, il y a une économie qui s'est complètement cassée la figure, avec une bulle économique qui a explosé. Et en quelques années, la livre a perdu 50% de sa valeur. Donc c'est énorme, l'inflation est énorme. Et ça aussi, ça a été un des déclencheurs sans doute de ce ras-le-bol, puisque on sentait pas encore les résultats concrets de cette crise jusqu'à peu, en fait. Oui, puis il y a des logiques intrapartisanes, en fait. C'est-à-dire que Camille l'a bien souligné, la dimension autoritaire, elle s'est aussi renforcée au niveau de la gestion du parti. C'est-à-dire qu'avec la réforme constitutionnelle de 2017, le président de la République peut prendre des responsabilités partisanes. Et de fait, juste après que la réforme constitutionnelle soit passée, un mois après, je crois, Erdogan est redevenu président du parti. Et il avait déjà la main sur le parti, mais il a marginalisé de manière de plus en plus claire un certain nombre d'anciens compagnons de route et des gens qui étaient sur des lignes un petit peu différentes. Enfin, il y avait encore une certaine diversité interne à l'AKP. Le dernier congrès de l'AKP, l'année dernière, en fait, il n'y avait plus qu'une liste pour la direction du parti, c'était la liste du président. Ça veut dire qu'au sein du parti, beaucoup de gens ont été directement ou se sont sentis marginalisés, etc., etc. Donc on a une espèce aussi de forme de non-intégration de cette diversité qui faisait toute la richesse et toute la force de l'AKP. Et en plus, quand même, l'AKP est entrée, a fait ses élections, en tout cas à Istanbul et dans beaucoup d'autres endroits, en coalition avec le MHP. Et donc, ils ont dû, en fait, négocier de présenter un candidat ici, de ne pas en présenter là parce que c'était le partenaire de coalition qui en présentait, etc., etc. Donc, ils ont dû faire un certain nombre de concessions. Ce qu'il faut voir, c'est que l'appareil de l'AKP n'était pas habitué à faire des concessions. Et ils ont eu du mal, ça a beaucoup remué au sein de l'appareil pour justement faire accepter ce genre de choses qui veut dire des blocages de carrière, etc., des ressources qui ne circulent plus, des rétributions qui n'existent plus. Donc il y a une démotivation très claire et on a vu que la campagne, l'AKP, c'est quand même un parti massif où il y a 8 ou 9 millions d'adhérents qui faisait des campagnes extrêmement organisées, impressionnantes, etc. Et là, ce qu'on a vu, c'est quand même une perte d'enthousiasme, une perte de croyance même des militants dans dans le projet de l'AKP. Donc il y a aussi des dynamiques très, très internes sur le fonctionnement du parti. Et on peut se demander aussi dans quelle mesure le fait que ces élections aient été rejouées et que donc le jeu électoral et donc la démocratie telle qu'on l'entend a pu décevoir une partie de ses électeurs aussi. Alors il y a le vote sanction, le vote on va dire utile de gens qui n'auraient pas voté nécessairement pour le candidat d'opposition, mais il y a aussi peut-être une sanction venue de l'intérieur des électeurs AKP, parce que l'AKP c'est le parti blanc, c'est les conservateurs avec toute cette dimension d'honnêteté que porte le référentiel religieux. Et là, on voit que cette honnêteté c'est un peu étiolée, même si à chaque fois c'est sous couvert légal qu'on arrive à rejouer des scrutins. Enfin, il y a quand même des petites pirouettes légales. Là, en l'occurrence, c'est
que les bureaux n'étaient pas tenus tous par des fonctionnaires, mais c'était pas le cas non plus apparemment des élections d'arrondissement, et ça n'a pas été rejoué. Mais bon, c'est toujours comment on se joue de la démocratie et comment on utilise ce cadre, mais ça a pu aussi décevoir, parce que là, il y avait une atteinte directe au droit de vote, quoi. Ça s'est vu d'ailleurs entre les deux scrutins, puisque Binali Yıldırım a perdu environ un peu plus de 220 000 voix entre les municipales de mars et celles de juin 2019. Donc il y a forcément une partie des électeurs traditionnels de l'AKP qui ont boudé la candidature Yıldırım pour ce scrutin-là. Déception, désillusion des électeurs traditionnels de l'AKP. Est-ce que cette élection peut gripper la mécanique autoritaire dont on ne sort pas depuis le coup d'État d'il y a 2 ans, puisque Erdogan ne cesse de réduire les libertés individuelles, la liberté de la presse, le pouvoir de l'opposition? Est-ce que la spirale autoritaire peut s'enrayer? Moi, je pense que ça peut être aussi utilisé comme, au contraire, un exemple que, voilà, on sait jouer des élections démocratiques, regardez, nous avons respecté les résultats du scrutin, et puis derrière, peut-être, je ne sais pas par quel biais, essayer de réduire le pouvoir des maires ou, d'une manière ou d'une autre, sanctionner ce vote. Mais c'est aussi quelque chose qui était frappant durant des années où la Turquie a été une énorme prison pour les journalistes, où les droits, les libertés d'expression et les libertés de la presse ont été vraiment réduites, avec la plupart des médias qui maintenant sont inféodés au pouvoir. Pareil, au sortir des urnes, des pro-AKP pouvaient vous dire regardez, c'est une véritable démocratie, les journalistes n'ont aucun problème, aucune pression, la preuve, vous êtes en train de m'interviewer. Alors il y a tout ce genre de parades qui peuvent aussi servir le pouvoir. Élise, qu'en pensez-vous? Je pense que on verra comment Erdogan réagit, mais ça peut aussi être l'occasion de verrouiller le dernier niveau qui n'était pas vraiment. C'est-à-dire que ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, avec la présidentialisation, on a un verrouillage du système politique national, on n'a plus vraiment de séparation des pouvoirs, il y a très peu de contre-pouvoirs, etc. Il restait une certaine autonomie au niveau des grandes villes, ce qu'on appelle les municipalités métropolitaines, qui ont une importante autonomie, pas mal de moyens budgétaires. Enfin, il faut voir que le budget de la mairie d'Istanbul, il est plus important que le budget d'un certain nombre de ministères, donc c'est vraiment pas rien. Il restait ça comme autonomie. Et l'AKP avait toujours été dominant à ce niveau, enfin toujours depuis 15 ans, était dominant à ce niveau de gouvernement. Donc, et c'est lui qui avait mis en place des réformes pour renforcer ces mairies métropolitaines. Aujourd'hui, il connaît un revers là où il a concentré les moyens au niveau territorial. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va laisser faire ou est-ce qu'il risque de les brider, comme disait Camille? Il y a déjà des signes qui montrent que on va tenter peut-être de les brider. Il y a des formes de changement de pouvoir décisionnel de ces maires métropolitains. Et comme l'expliquait Camille, en fait, ce qui se passe, c'est que par le jeu de l'élection aussi des conseils municipaux, en fait, dans la plupart de ces grandes villes, en tout cas à Istanbul et Ankara, le maire est un maire d'opposition, mais le conseil municipal est dominé par l'AKP. Donc en fait, ce qui est en train de se passer, c'est que les compétences des maires par rapport à celles des conseils municipaux sont en train d'être revues et le conseil municipal est en train d'être renforcé par rapport aux maires. De la même manière, un certain nombre de compétences qui étaient attribuées à ces mairies métropolitaines sont en train d'être attribuées à des ministères. Donc on voit que sans doute ce niveau-là, qui représentait une forme de contre-pouvoir territorial, est en train peut-être d'être vidé de sa substance. Donc là aussi, c'est légal, puisque finalement, voilà, ça peut passer par le Parlement, par des décrets, etc. C'est légal, mais ça irait plutôt dans le sens d'un verrouillage. Donc c'est vraiment pas très bon signe. Vraiment pas très bon signe. En fait, moi je suis assez dubitatif effectivement sur le fait que le résultat de cette municipale puisse constituer une sorte de grain de sable dans la machinerie autoritaire enclenchée par l'AKP, d'autant que je pense que paradoxalement, ils peuvent se servir aussi de cette défaite au municipal pour intensifier une sorte de clivage qu'il y aurait entre une Turquie urbaine, cosmopolite, mondialisée, et une Turquie populaire, anatolienne, religieuse. Paradoxalement, l'AKP peut se servir de cette défaite à Istanbul pour légitimer ce discours-là en disant « nous représentons la vraie Turquie », alors que l'opposition ne fait que représenter une Turquie élitiste et urbaine. Donc cette défaite à Istanbul peut constituer un ressort supplémentaire pour l'autoritarisme populiste pratiqué par le parti au pouvoir. Et pour Imamoglu, est-ce que ça peut lui conférer une stature nationale, puisque ça avait été le tremplin politique de Erdogan il y a quelques années? Est-ce qu'aujourd'hui, Istanbul peut être son tremplin à lui?
Il peut se passer beaucoup de choses d'ici à 2023, donc les prochaines élections. On a vu à quel point en quelques années, l'appareil de l'État a été détricoté au profit du parti au pouvoir, pardon. Donc là, voilà, c'est très difficile effectivement de supputer sur ce qui va se passer. En tout cas, ça lui donne voilà, cette stature d'homme qui incarne un certain espoir. Après, il faut que cette coalition d'opposition ait un autre sens que d'être dans l'opposition et puisse se structurer davantage. Pour rebondir sur ce que vous avez dit, la question des élites, c'est quand même très important. On a l'impression qu'on est soit, je caricature un peu, mais soit à référentiel acapiste en Turquie, soit à référentiel laïque. Il y a cette opposition, cette dichotomie qui est quand même très présente et qui souffre pas beaucoup de nuances dans le discours politique en tout cas. Je parle pas au quotidien et dans la vie de tous les jours, mais dans le discours politique, qui souffre pas beaucoup de nuances et qui continue de se creuser à travers encore ces discours, ces campagnes-là, et qui permet pas vraiment d'autres grilles d'engagement politique sorties de ces grandes lignes-là, et c'est peut-être dommage aussi pour la Turquie. Si je peux me permettre, je pense que justement Ekrem İmamoğlu, le maire d'Istanbul, il a quand même un profil assez atypique par rapport à ce clivage traditionnel, c'est-à-dire qu'il vient d'une famille conservatrice, il vient de la mer Noire. En fait, il a plutôt un profil de candidat de l'AKP, à vrai dire, sociologiquement, c'est-à-dire famille de petits entrepreneurs dans le bâtiment, issus de la mer Noire, famille pratiquante. Ça se voit même dans le style. Ça se voit même dans son style. Et donc, c'est pas du tout un candidat typique du parti CHP. Il n'est pas bureaucrate, il n'est pas fonctionnaire, etc. Et c'est pour ça aussi qu'il a, même dans sa campagne, il a mis ça en avant. Il a fait parler un imam lors de son grand meeting. Il a fait campagne dans les mosquées aussi. Donc, il a essayé de surmonter justement ce clivage pour s'adresser aux autres aussi, avec un discours inclusif sur l'amour, sur l'inclusivité. Alors après, jusqu'où ça peut aller, ça je l'ignore, mais c'est intéressant que finalement il y ait cette forme de renouveau-là. Et même dans les nouveaux maires élus, il y a un certain nombre de profils qui étaient jusqu'alors assez peu représentés, qui sont atypiques, où on a des maires qui sont élus du CHP, donc ce parti kémaliste, mais qui sont plutôt proche de la question kurde, etc., ce qui était jusqu'à présent au CHP très rare. Donc il y en a quelques-uns comme ça. Donc on voit quand même que les profils évoluent, et c'est peut-être là qu'il y a peut-être des choses qui vont changer, c'est-à-dire aussi il y a des modifications vraiment sociologiques des profils des gens qui font le parti. Après, quand même, Ekrem İmamoğlu, c'était pas un homme de parti non plus, c'est-à-dire il est entré en politique assez tard, il n'était pas dans des clans, on va dire, du CHP. C'est pas non plus, faut aussi qu'il s'impose au sein du parti. Alors évidemment, la victoire va l'aider à le faire, mais c'est pas non plus quelque chose de vraiment bien établi. Donc là encore, il me semble que c'est très ouvert, mais il y a des potentiels de changement. Alors par rapport au destin éventuel d'Ekrem İmamoğlu à l'échelle nationale, comme j'ai dit précédemment, déjà je pense que le contexte même dans lequel s'est passée cette élection stambouliote est relativement exceptionnel pour que cette expérience puisse se réitérer à un échelon national. Après, personne ne sait l'avenir, bien évidemment, mais on peut considérer que le profil effectivement de İmamoğlu a pu rassurer à Istanbul, du fait notamment de ses origines populaires, du fait qu'il soit originaire de la mer Noire, comme il a été dit précédemment. Par ailleurs, comme il a été dit également par Elise Massicard tout à l'heure, c'est quelqu'un qui n'a jamais fait mystère de ses convictions religieuses, qui n'a jamais fait mystère de sa piété, ce qui incarne une relative rupture par rapport à l'ancien establishment du CHP. Maintenant, il y a un gros problème auquel va être confronté le CHP dans les mois et dans les années à venir, c'est la question de la gestion de ses alliages multiples. C'est-à-dire que, par exemple, si on prend le cas d'Ekrem İmamoğlu, à la dernière municipale où il avait, lors de son discours de victoire lors de la précédente municipale, il s'était permis de corriger des militants du CHP qui scandaient un slogan kémaliste en adoptant une rhétorique plus libérale, et il avait tendu ouvertement la main à l'électorat kurde. Et en même temps, lors de l'anniversaire de la naissance du fondateur du parti de droite nationaliste, Alparslan Türkeş, il lui avait rendu hommage sur les réseaux sociaux de manière assez appuyée. Donc, ce qui fait qu'on peut se demander dans l'avenir comment le CHP va réussir à maintenir à la fois une alliance à gauche avec le HDP et une alliance à droite avec le Bon Parti. C'est peut-être
l'anti-erdoganisme est peut-être un facteur suffisant pour gagner une élection municipale à Istanbul, mais est-ce un facteur suffisant pour gagner une élection à l'échelle nationale? Il est permis d'en douter. Et à l'échelle d'un parti, voilà, savoir si ces référentiels religieux, etc., sont de l'opportunisme de discours ou s'il y a voilà, un vrai rééquilibrage possible au sein du CHP. Sur les référentiels identitaires, il y a aussi le fait que lui était taxé de grec, donc en gros d'impur, oui. Je ne sais pas comment le dire, mais de gavour, de mécréant, en gros, ce qu'il après il a contré, etc. Mais il n'aurait même pas justifié sur des origines. C'est ça, ouais, descendant des Grecs qui avaient tenté de prendre la ville lors du conflit entre 1919 et 1922. Mais ça c'est dire le poids voilà, d'un certain nationalisme sunnite d'un côté, et puis en face, quelle réponse apporter aussi à ces référentiels-là. Qu'en est-il du MHP, qui est le partenaire un peu ultranationaliste de l'AKP Alors, ce qui m'a marqué, j'étais sur place au moment où la campagne était, au moment de la campagne et au moment du jour du scrutin. Ce qui m'avait assez marqué, c'est que je trouvais que sur le terrain, les militants de l'AKP étaient assez en retrait, finalement, au niveau de la campagne, comme si déjà ils avaient intériorisé d'une certaine manière leur future défaite, et qu'au contraire, les militants du MHP étaient beaucoup plus prégnants sur le terrain, comme si l'AKP avait d'une certaine manière sous-traité la gestion de la campagne municipale de Yıldırım aux militants du MHP. Alors, l'alliance avec le MHP pour l'AKP, c'est quelque chose qui est à la fois une opportunité et en même temps un handicap. Une opportunité parce que ça lui permet de s'approprier un électorat nationaliste sur lequel jusqu'alors il n'avait pas encore totalement la mainmise, du fait du discours précédent de l'AKP qui était à l'époque relativement plus ouvert sur la question kurde. Mais en même temps, c'est une alliance à laquelle il ne bénéficie pas totalement. C'est-à-dire, lorsque vous regardez les scores cumulés de l'AKP et du MHP lors de précédents scrutins et ceux que réalisent aujourd'hui des candidats qui se présentent sous la double étiquette, enfin, sous l'étiquette de l'alliance AKP-MHP, on n'arrive jamais à totaliser les scores qui étaient réalisés précédemment par les deux partis lorsqu'ils se présentaient séparément. Ce qui fait qu'au final, le parti du président Erdogan n'arrive pas à capitaliser optimalement sur cette alliance avec le MHP, d'autant plus qu'il y a eu une scission au sein de ce parti. Une partie du parti ayant décidé de rejoindre l'opposition kémaliste via le Bon Parti, et la direction officielle du parti incarnée par Devlet Bahçeli choisissant l'alliance avec Erdogan. Donc, d'une certaine manière, on peut dire que l'alliance avec le MHP pour l'AKP, c'est à la fois l'opportunité de s'approprier un électorat sur lequel jusqu'alors il avait mainmise de manière assez imparfaite, mais en même temps c'est un handicap dans le sens où il ne bénéficie pas optimalement de cette alliance et où en plus cette alliance peut poser problème par rapport à certains courants de l'AKP qui vont plus vers le centre droit ou qui aspirent plus à un rapprochement par exemple idéologique avec les droites européennes, on va dire. Si je peux rebondir là-dessus, en fait, donc il y a cette coalition entre l'AKP et le MHP, en fait, qui dure depuis le deuxième scrutin de 2015, on va dire plus ou moins. Le MHP est le partenaire mineur de la coalition. C'est un parti beaucoup plus petit que l'AKP, mais le MHP est quand même en position de force. C'est-à-dire que finalement, c'est l'AKP qui est venu le chercher parce que tout seul, il ne pouvait plus obtenir une majorité absolue au Parlement. Donc ça, c'est quand même le cas depuis 2015. Il faut bien... L'AKP reste vainqueur, reste premier parti, mais il n'a plus la majorité absolue et ça fait des années. Donc cette alliance, elle est liée à ça, principalement. Et il avait besoin du MHP pour faire passer la réforme constitutionnelle. Donc, l'AKP est aussi, comme vous le disiez, il est prisonnier de cette alliance et le MHP l'a négocié assez cher. C'est-à-dire que quand on regarde la répartition des mairies, c'est-à-dire dans tel endroit, c'est l'AKP qui présente un candidat, dans l'autre endroit, c'est le MHP, finalement, le MHP s'en tire plutôt très bien par rapport à son poids électoral relatif. Et là, on voit vraiment la dynamique, c'est qu'il y a des endroits où il n'y a pas de coalition, parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est des coalitions très territorialisées. Il y a des endroits dans lesquels chacun des partis a participé de manière séparée à la compétition électorale. Et sur ces endroits-là, en fait, le MHP a progressé de à peu près 7 points par rapport aux législatives de l'année dernière et l'AKP a reculé de à peu près 5 points en moyenne. Donc là, on voit que cette coalition, jusqu'à présent, en fait, elle bénéficie plus au MHP qu'elle ne bénéficie à l'AKP. Donc, quel est le deal, en fait, de la coalition? Que négocie le MHP en contrepartie de son soutien? Il y a pas mal d'indicateurs qui montrent que le MHP négocie aussi des positions
l'opposition dans la bureaucratie. Ce qui fait que, et aussi a un pouvoir d'influence, puisque c'est une coalition aussi qui a lieu au niveau parlementaire, pouvoir d'orientation aussi sur la ligne de gouvernement vers une ligne plus nationaliste turque, effectivement, qui n'a pas toujours été le cas de l'AKP. Et donc, on se rend compte que d'un côté, la ligne gouvernementale est plus nationaliste turque, et d'un autre côté, le HDP, qui est un parti pro-kurde, est devenu faiseur de roi dans les grandes villes. Donc là, on a une tension très forte, en fait, et ça devient vraiment, je crois, un nœud qu'il va falloir suivre dans les années qui viennent. En effet. Sur le plan international, est-ce que ça pourrait changer quelque chose ? Moi, il me semble qu'il y a quand même quelque chose d'important qu'on n'a pas encore dit, c'est que le pouvoir a accepté la victoire de l'opposition. Et quand même, c'était pas complètement évident. C'est-à-dire que ce qui s'est passé lors du premier scrutin électoral fin mars, c'était une victoire certes très juste de l'opposition, mais qui était contestée par le parti présidentiel de manière qui a été trouvée souvent un petit peu exagérée, un petit peu illégitime. Et d'ailleurs, on en a vu la sanction ensuite. Bon, la deuxième victoire de l'opposition est beaucoup plus écrasante. Elle est, il n'y a pas d'appel possible, mais elle a été acceptée. Donc ça, en acceptant ce recul, qui est tout relatif, encore une fois, par rapport à l'ensemble des élections, mais au moins, le pouvoir redore, on va dire, sa légitimité démocratique. C'est-à-dire, oui, quand même, il accepte un recul électoral, là où il y a un enjeu. Il y a eu quelques résistances, mais au final, c'est accepté. Donc je pense que ça, c'est important parce que le fait de rejouer l'élection d'Istanbul avait quand même été très mal reçu au niveau international, au niveau européen en particulier. Il y avait eu quand même pas mal de remous. Donc ça, c'est malgré tout par rapport à toute la question qui se pose en Europe, des pouvoirs autocratiques, illibéraux, etc., c'est quand même, il me semble-t-il, un élément important. Par rapport au fait que l'AKP ait accepté sa défaite, alors effectivement, on peut dire que c'est un moyen de se crédibiliser à l'échelle internationale pour renouer avec l'image démocratisante qu'avait précédemment l'AKP, mais on peut se demander aussi s'il pouvait réellement faire autrement, dans le sens où, lorsque vous regardez les résultats en détail, vous voyez qu'il y a des bastions traditionnels de l'AKP qu'ont basculé Imamoglu pendant ce scrutin. Des quartiers, par exemple, comme Eyüp, Fatih, Üsküdar, des quartiers qui, parfois, pour certains d'entre eux, votaient pour la droite religieuse depuis 1994, ont basculé pour le candidat d'opposition. Donc on peut dire que, certes, l'acceptation du résultat de ce scrutin stambouliote est un moyen pour l'AKP de se crédibiliser à l'échelle internationale, de se refaire une virginité démocratique d'une certaine manière, mais en même temps, par rapport au recul qu'a connu la candidature Yıldırım entre les deux scrutins et par rapport au basculement de ces quartiers traditionnellement pro-AKP vers l'opposition, est-ce que l'AKP pouvait faire autrement que d'accepter le résultat d'un scrutin? Il semble que l'annulation ait choqué même jusqu'au dans ses rangs. disait tout à l'heure, en effet. Et justement, ce qui va peut-être faire bouger les lignes, c'est la façon dont les forces en présence au sein de l'AKP vont réagir à tout ça. Est-ce qu'il y a un second mouvement qui va se structurer, peut-être une scission de l'AKP? Là, c'est quelque chose qui est quand même scruté de près, sachant que les voix critiques au sein de ce parti ont commencé, à mon sens, à se faire entendre avec la présidentielle de 2018. Avant, c'était beaucoup plus compliqué d'entendre des voix dissidentes, en tout cas en tant que journaliste, de faire parler des anciens AKPistes, etc. Là, ça a commencé, la parole a commencé à se délier. Et on parle maintenant d'une vraie scission avec, autour de la figure de Babacan, ex-ministre et qui est toujours vice-premier ministre, hein, si je ne me trompe pas, c'est toujours son statut, non? Il est ancien ministre de l'économie et il était vice-premier ministre puisqu'il n'y a plus de premier ministre. Et puis d'une autre grande figure, et Davutoglu. Alors on ne sait pas s'ils vont former un ou deux partis, mais bon, en tout cas, on en parle dans des journaux, etc. Ils osent des fois franchir le cap de la critique publiquement. Donc ça, c'est aussi des signaux et ça va peut-être faire bouger les lignes de l'intérieur. Et Ahmed Davutoglu, puisqu'on parlait tout à l'heure du facteur extérieur, il a en plus l'aura d'être un ancien ministre des Affaires étrangères. Il a longtemps été vu comme l'artisan de la diplomatie d'Erdogan. Donc il peut aussi crédibiliser ce bilan-là à son actif pour tenter, pourquoi pas, de créer une nouvelle formation. Merci à tous les trois de nous avoir éclairés sur cette élection à Istanbul. Merci. À très bientôt pour un nouveau numéro de Un monde à vif sur Mediapart.